Merci beaucoup de ta présentation si généreuse. Et bienvenidos, buenas noches. Merci d'être venu. Ce soir, j'ai la mission de vous faire voyager. Et, et je vais vous proposer un parcours qui, dans un premier temps, va nous permettre de connaître une sorte de cartographie de qu'est-ce que c'est le vitrail français au Chili. Et dans une dernière partie, je vais vous présenter un cas un peu plus approfondi pour ne pas vous laisser la frustration de juste vous faire une synthèse des 150 ans de vitrail. Et donc, dans le dernier cas, on va rentrer un peu dans les détails. Donc, le vitrail, il est arrivé en Amérique latine plus ou moins en même temps. Et il est arrivé avec la naissance de la République. On n'avait pas eu des vitraux pendant la période espagnole. On va voir dans quelques images comment ça s'est représenté les religieux dans la période de la domination espagnole, que c'est très différent que ce qu'on va voir dans la période républicaine. Donc, c'est une période qui est une ouverture des Amériques au monde. Et il y a des traités commerciaux qui se signent, il y a des nouvelles têtes, des nouvelles croyances qui arrivent sur les pays. Et on a surtout des objets qu'on n'avait jamais vus, comme les vitraux, qui arrivent aussi. Pour le Chili, les routes commerciales étaient très intéressantes et importantes parce que à l'époque, les canaux de Panama n'étaient pas ouverts. Donc, les ports de Valparaíso, c'était un port important et principal, comme les ports de Callao au Pérou. Et jusqu'à les années, jusqu'à 1914, c'est des ports qui ont été très importants. Donc, l'histoire de vitrail jusqu'à ce temps-là, dans les territoires chiliens, il va être différent dans l'extrême sud, au centre et dans le nord. C'est une période dans laquelle le pays souffre ou vit une transformation culturelle c'est, je pense, la transformation culturelle la plus extrême qu'on a vécue. Je vais vous montrer une image qui, pour moi, ça montre le contraste d'où on venait. On venait d'une ville post-coloniale à l'espagnol avec un tissu urbain qui était carré, avec une plaza de armas au centre. Et dans cette période-là, sous l'influence du baron Haussmann, on a vécu dans toutes les villes, un peu partout dans le monde, mais dans les Amériques en particulier, il y a toutes les villes qui ont été transformées. Et je vais revenir en arrière pour vous montrer le maire de Santiago, Benjamin Vicuña Mackenna, qui a complètement changé la tête de Santiago et les autres maires ils ont changé les têtes des villes, des capitales chiliennes et un peu partout dans le capitale de l'Amérique latine. Dans ces changements, il y a des professionnels européens qui ont été embauchés, en particulier des architectes, des ingénieurs, des spécialistes. C'était en temps de faire un peu tous les inventaires de tout et savoir quel était notre potentiel comme les pays modernes qu'on voulait se montrer. C'est dans ces contextes-là que les vitraux ils sont arrivés et dans cette nouvelle architecture, dans un premier temps des styles historicistes, il a été introduit pour les premiers cas dans l'architecture religieuse et un peu plus tard dans l'architecture civile aussi. L'histoire de vitraux au Chili, ça commence en 1875. On a des provenances diverses et ça vient d'Allemagne, des Royaumes-Unis et de la France pour la plupart des corpus. Mais il y a aussi des autres provenances. On a même trouvé dans son cimetière un cas de Yougoslavie. Mais la plupart des corpus, ça vient de ces trois provenances.
Et c'est important de souligner que les ateliers Maya d'Allemagne, ils ont joué un rôle très principal dans cet échange. C'est un peu les monopoles dans toutes les Amériques des importations de vitraux. Ça, c'est un peu je ne vais pas développer dans ce moment, mais c'est ces professionnels qui sont arrivés au Chili, comme c'est le cas d'Ernest Courtois de mon encontre, et c'est des professionnels qui sont arrivés avec des Européens qui sont arrivés avec les rêves de faire fortune, de développer en carrière. Dans les cas des Français, je sais que les architectes ne savaient pas les droits de travailler en privé, s'ils travaillaient pour l'État. Au Chili, on peut tout faire parce qu'il y avait tout à faire à cette époque-là. Et par exemple, lui, il était en même temps agent des ateliers Champignol. C'est un peu un exemple pour vous montrer comment ça s'est tissé, ce réseau des échanges commerciaux. Ça, c'est des autres exemples aux États-Unis, au Mexique et au Chili. Il y avait des annonces dans les revues catholiques. Il y avait aussi une élite qui voyageait pas mal. L'élite chilienne passe une partie de l'année à Paris, une partie de l'année au... Les voyages, c'était pas 6 mois parce que c'était très loin. Et donc, des fois, il y a des familles qui venaient rester 2 ans et après, il y avait 2 ans au Chili. Et dans ces contextes-là, on a des objets qui sont circulés comme les vitraux. Et donc, je vais essayer de vous montrer un peu les réseaux de distribution. Il y avait aussi les architectes européens qui sont venus et qui ont recommandé, bien sûr, des ateliers. Pour l'instant, on a beaucoup plus de suppositions que des certitudes de comment ça s'est passé, vraiment. Mais il y a quand même des archives qui, dans une temporalité un peu plus proche, nous montrent des échanges plus concrètement. Et donc, l'histoire de vitrail français au Chili, ça a 150 ans, et c'est accompli cette année-là, donc on va fêter les 150 ans de vitrail. Je vous invite déjà à l'ambassade du Chili, on va faire une autre conférence, on ne va pas se répéter, on va faire une autre chose, et donc je vous encourage à venir. C'est un palais assez particulier et sympa. Il y a toujours des pisco sour en bien. Et donc, ces 150 ans d'histoire, ça commence avec les fils de la charité. Ces vitrails qu'on voit sur l'image, c'est une reproduction qui a été fabriquée au Chili en 2022. Et après les émeutes de 2019, notre toute première église vitrée par Gustave Pierre d'Agrand, l'église San Francisco de Borja, a été détruite pour 2 incendies. Et donc des vitraux, il nous reste, on voit sur cette image-là, ces images, c'est lors de les premiers incendies et après le deuxième incendie. Mais la vérité, c'est que sur la surface des verres, tout est micro-fissuré. Donc le vitraux, ils ne pourront jamais retourner sa place dans les fenêtres, mais ils pourront être muséalisés. Et ça permet aussi d'avoir un document pour savoir qu'est-ce qu'on avait dans les fenêtres. Et c'est les premiers signés, donc c'est quand même ça la valeur. Même si, entre spécialistes, on pourrait parler de la qualité, s'ils sont bons, mieux ou pas, et ils sont en valeur historique qui est énorme. Donc, je vais revenir un peu en arrière pour vous montrer la reproduction, la restitution, la réplique qu'on a fait, que l'équipe là-bas a fait avec Nicolas Tapia et Diego Rodriguez Mata. Et on a voulu, c'était un projet de sauvetage de ces vitraux-là, au milieu de la crise politique, et on a voulu faire la reproduction, la réplique d'un des vitraux, pour montrer aux gens, dans la discussion de si un jour on va refaire les vitraux ou pas, combien ça coûtait, combien de temps ça prenait,
et quel résultat ça donnait. Comme ça, s'il y a un débat, on a des éléments qui sont beaucoup plus définitifs pour prendre une décision. Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de sens de refaire des vitraux de 19e et de moyenne qualité et pour une église complètement détruite qui est en ruine. Et si l'église elle est reconstruite, ça serait pas mal des moments de faire la création avec des artistes contemporains, chose que nous, on n'a pas eu trop d'opportunités de faire au Chili. Donc là, on va se lancer dans les voyages de ces 150 ans. Et je voulais vous montrer cette presse de 1908 qui nous montre à quel niveau les échanges étaient partagés. Et c'est cette revue de décoration, de la décoration, qui nous parle des architectes qui étaient en contact avec, dans ces cas, l'atelier de Félix Gaudin, et des artistes comme Franz Baldauf. Et les mécènes même, c'est nommé Carlos Cousiño, qui c'est un mécène qu'on va voir un peu plus tard pourquoi il est important. Donc, il y avait un échange qui va on peut s'interrompre à partir de 1914. Parce que cette référence européenne qu'on avait en Amérique, ça s'interrompt après la guerre. Cet modèle qui était plus qu'une inspiration, une ambition, et il s'arrête quand la guerre arrive. Et il beaucoup plus quand on a la crise des 29. Dagrin, il a vitré cette église pour les filles de la charité. La même année qu'à Santiago, on a fait l'exposition internationale et que c'est dans cette période où on faisait des expositions internationales un peu partout, que c'était la vitrine, les sortes d'Internet de l'époque où on voyait comment les pays progressaient et les pays sud-américains, bien sûr, voulaient montrer et à quel niveau ils avaient des potentiels. Il y avait même les agences pour faire venir des professionnels ou des gens qui voulaient peupler et les extrêmes sud de Chili, par exemple, où on a eu des immigrations allemandes pour peupler justement les extrêmes. Et Dagrin, il a vitré aussi à Valparaíso l'église San Luis Gonzaga, avec un cycle dédié au sacrement. Les palais arzobispales, un peu plus tard, en 1892. El Colegio de los Sagrados Corazones, que au Chili on les appelle el Colegio de los Padres Franceses, que là c'est un cas, ça arrive au Chili de voir des édifices qui sont plus jeunes que les vitraux. Parce que si on n'a pas des incendies, on a des séismes. Et des fois, il y a des reconstructions, et on récupère les vitraux et on les remet en place après. Après, il y a aussi les cas des protestants qui, des fois, vendent ces églises et ils récupèrent les vitraux pour les nouveaux édifices. Donc, des fois, la chronologie des vitraux, il ne va pas correspondre tout à fait à la chronologie des édifices. Et je vous ai fait une galerie des verriers qui sont travaillés là-bas et pour arriver à un temps plus proche. Et donc, on va commencer, ou on va continuer avec Lucien Begueul de Lyon, et qui a travaillé aussi pour les filles de la charité. Vous allez voir, les filles de la charité ont été très importantes pour cette introduction des vitraux au Chili. Ils n'ont pas seulement été les premières, mais ils ont assisté dans toutes les églises et les chapelles qu'ils ont fait et à vitrer avec des ateliers français. Et pour elle, c'est intéressant parce que les programmes iconographiques se répètent, et les apparitions de la rue du Bac, les Sacré-Cœur et Saint-Vincent-de-Paul, on va voir. Et ça, dans cette présentation, nous permet de voir des différentes qualités d'un même vitrail. Et, ou un modèle qui est un peu différent, travaillé de façon un peu différente. On va avancer un peu et on va revenir en arrière pour comparer. Et ça, c'est Antoine Bernard de Grenoble, qui a travaillé aussi pour les filles de la charité. Et congrégation qui est hospitalier, donc dans la plupart des cas, c'est des chapelles qui ont été liées à des hôpitaux. Et
Donc, on voit des qualités différentes. À l'époque, les vitrails du 19e, ça se vendait par catalogue et on achetait, les commanditeurs pouvaient choisir les bords, un personnage, deux personnages, et un fond naturel ou un fond des couleurs. Et dans les ateliers Lorrain, par exemple, on connaît les tarifs. Il y a des documents qui montrent quels étaient les tarifs. Dans les catalogues, normalement, il y avait ça. Il y avait les goûts des commanditeurs aussi. Bah, je vais revenir en arrière justement pour vous laisser regarder les images et comparer et, comment Weigel et Bernard ils ont travaillé entre les mêmes images de façon différente. Après, les vitraux de Weigel ils sont en bon état et celles de Bernard ils sont un peu moins en bon état. Et c'est des vitraux qui ont été faits par des modèles qui étaient des gravures, des estampes, des peintures. Et donc, des fois, on voit des modèles que trois ateliers différents vont travailler les mêmes modèles. Il y a Jean-François Luneau qui est dans la salle, qui fait une remarque qui me paraît importante de souligner, c'est que ces corpus et vitraux, qui pour beaucoup de spécialistes ressemblent industriels, et lui, il a une idée que je pense que c'est intéressant à retenir, c'est que ce n'est pas un industriel de moment que c'est un art qui est fait avec les mains, que c'est un artisanat. Et la démarche commerciale, elle peut être industrielle, mais le savoir-faire et le travail, ça reste un travail fait à la main et unique à chaque fois. Ça, c'est Champignol, que je vous racontais tout à l'heure, que Ernest Courtois de Bonencontre était agent. Et ces cas-là, à Viña del Mar, ça me paraît intéressant parce qu'il y a une église qui est voisine, et dans la paroisse de la place de Viña, qui a été vitrée pour l'atelier Maya. Et ces vitraux de Champignol, ça ressemble beaucoup à un style avec une architecture, un cadre architectural qui s'est un peu fait à l'allemande. Et on voit dans une autre Champignon travailler pour une église protestante une chose complètement différente, basée sur une peinture d'un artiste norvégien. Et là, on voit comment Champignon peut s'adapter au goût, aux besoins de son client. Et là, je vais arriver à Félix Godin et je suis un peu embêtée d'avoir le spécialiste Félix Godin dans la salle. Et Félix Godin, c'est l'artiste qui est cité, le maître verrier qui est cité dans la presse, que je vous ai montré au début de cette partie. Et lui aussi, il va montrer, dans les cas que je vais vous montrer, en souplesse et en originalité à chaque commande. Et ça s'explique parce qu'aussi, il avait des artistes différents qui travaillaient pour faire les cartons. C'était une époque où les artistes n'étaient pas tellement nommés. Ce n'est pas le cas de Godin. Godin les nommé avec son nom. Mais par exemple, les ateliers Mayer, les nommaient pas du tout. Donc, il y a les sanctuaires Saint-Crochet, que ça appartient à une congrégation d'origine chilienne. Et Godin, il a toujours travaillé avec Eugène Joannon, qui c'est un architecte français qui est arrivé au Chili pour travailler avec la diocèse de Santiago. Et là, c'était un couvent dédié à l'image de Saint-Joseph. Après, il y a l'église del Patronato de Santa Filomena, qu'on a visité ensemble avec Isabelle Saint-Martin, qui est dans la salle, et qui, elle, me disait une chose que je trouve qui a beaucoup de sens, que dans ces cas, on voit un Godin qui est beaucoup plus, on dirait un bistrot parisien. C'est plus vers les vitrails civils. Ça fait penser aux vitraux des Théâtre Colón à Buenos Aires.
beaucoup plus que les autres cas de Godin, qui sont des choix beaucoup plus classiques, et ça moins. Mais vous voyez, il y a une richesse dans les choix, une originalité à chaque fois. Je vais vous montrer les seuls cas civils qui m'est apparu important de citer. C'est cette paronde justement de Félix Godin, et on connaissait les dessins en bon temps, parce que cette histoire-là, c'est une histoire qui suit des pistes, et il y a pas mal de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Et on a trouvé les vitraux l'année dernière, et c'est dans une école, parce que c'était la maison de Carlos Causinho, qui est cité dans la presse que je vous avais montré. Mais la maison, elle a été entourée de pavillons, comme c'est une école, et la maison, elle a un peu disparu. Et c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à trouver les vitraux. Et c'est un verrière qui nous a fait appel pour savoir, pour des conseils, qui nous montre quelques photos mal faites avec un iPhone, et on voit que c'est les vitraux des Paons, des Godin. Et là, c'est les dessins préparatoires. L'édifice ou la maison, c'était la maison de campagne avec Ausigno, qui a un programme architectural assez particulier. Il a une salle de bain et un chambre à coucher. Pour le reste de la maison, c'est une espèce de maison pour faire la fête. Donc le vitrail, comme je vous disais, il a été reproduit dans la presse, il a été exposé dans les salons de la Société nationale des beaux-arts, et il reste en place. Et, on va faire des photos un peu plus belles bientôt, en registre. Et c'est pas les seuls vitraux, c'est un ensemble de au moins 7 vitraux, que Jean-François me disait qu'il y avait au moins un ou deux qu'il n'avait pas vu avant. Parce qu'il avait vu les dessins quand même. Non? Donc, on continue avec Gaëtan Gianin, en fait, de lui, on ne sait pas trop comment il est arrivé au Chili, pourquoi, mais on sait qu'il a travaillé pour cet hôtel particulier, que c'était une autre des possibilités des marchés, des commandes. Mais la vérité, c'est que pour les hôtels particuliers, il y a pas mal de verrières qui ont été faites sur place, beaucoup plus simples. Déjà, ce travail, il est assez simple pour les verrières qu'on voit en France, mais au Chili, il y avait des verrières quand même qui sont commencées à travailler très tôt, mais qui faisaient des choses bien plus simples. Léopold Alphonse de Troyer, c'est un autre mystère, et un mystère qui est arrivé avec l'église Nuestra Señora de Lourdes. Et on a trouvé sa signature, une signature de 1917, alors que l'édifice, il est en réalité de 1939. Mais là, il y a une histoire qui est très intéressante, parce que moi, j'ai l'intuition que les dessins, ils ont été faits pour un prêtre, qui c'est notre espèce d'Henri Alain Couturier, Pedro Subercaseaux, qui a travaillé beaucoup sur les religieux, et je pense que les dessins sont à lui, parce que dans la même église, il y a des peintures noires à lui, et un retable. Donc, c'est un mystère qui est très intéressant, et qui a des conséquences pour la France, parce que de Troyer, il est revenu après la guerre, avec tous les mouvements qu'il y avait pour reconstruire les églises. Il y avait des opportunités de travailler. Il s'était installé au Chili vers 1896, par là. Mais dans un moment, il était marié avec lui, il n'est pas français, il faut dire. Il était belge, et il était marié avec une artiste belge aussi. Et après la guerre, ils sont rentrés, mais ils sont rentrés en France. Ils se sont installés à Reims. Et cet atelier-là, il a survécu jusqu'à les années 80 presque, et par l'association de ses filles qui ont été élevées au Chili. Charles Lorrain, de Chartres, qui est aussi un autre mystère, c'est même pas un cahier de commande, c'est un cahier de livraison.
Et on ne sait pas à quelle église appartient. On voit les programmes iconographiques, parce que c'est marqué, on voit des prix, on voit des données, on voit que c'est envoyé à monsieur Vives, mais il y a plein de choses qui prononcent le mystère, parce que, par exemple, c'est Valparaíso du Chili, les ports d'arrivée, c'est Valparaíso. Après, les vitraux, ils sont plus partir à Concepción, à une autre ville. Mais donc ça, pour l'instant, c'est un mystère. On ne sait pas si un séisme a aussi détruit l'église, on ne va pas les retrouver, mais pour l'instant, on ne sait pas plus que ça. Mais ils sont vitrés quand même, la basilique de Sacramentinos. Et là, je trouve que c'est un cas intéressant parce que on a vu un cas similaire lors de la dernière colloque de Corpus Vitrarum qu'a présenté une Suédoise. Et avec un vitrail qui a un entourage ou un fond qui est très simple, même par des moments, on dirait très rustique, mais le traitement des visages, il est photographique. Et on reconnaît des personnages. On reconnaît l'architecte, on reconnaît Victor Auclair qui a mis les systèmes de béton en place au Chili. Et donc, il y a des personnages qui sont reconnaissables. Après, les ateliers Montmélian, c'est le dernier atelier qui a vitré une église pour les filles de la charité, et dans un style beaucoup plus moderne, mais toujours même programme iconographique. San Blanca. Et là, j'ai mis cette image de Christ pour pas oublier de vous montrer un peu les contrastes les images qu'on avait reçues des Espagnols pendant la période espagnole. La religion, c'était ça. Beaucoup de pathos, une image qui va vers l'émotionnel, théâtral, des figures qui sont des cheveux humains, des yeux en verre. Et donc les contrastes les vitraux, ils sont présentés aux Chiliens quand ils l'ont vu pour la première fois, j'imagine que ça a été énorme. Parce que c'est un message qui est complètement direct, pédagogique, et il pas ce message qui est dans les concilio plenario latino-americano. Et si bien il n'y a pas des consignes directes, on va faire ces images-là, c'est souligner de ne pas propicer la superstition, pas le sous-naturel, aller sur Terre. Et ça, je pense que c'est un peu dû à les mélanges que se faisaient, les syncrétismes entre les religions. Des religions en Amérique latine qui sont très ça vient beaucoup plus vers la nature, c'est un registre différent. Et là, c'est un dernier travail qu'a fait Wilhelm Blien, qui a été très généreux, qui m'a envoyé ses résultats. Il m'a posé la question si ça date de 2 mois, ou quelque chose comme ça, cette nouvelle. Il vient de publier à septembre cet article. Et il a beaucoup travaillé en archives sur le travail des pères couturiers, qui a été très important pour qui, dans la salle, ne connaît pas. C'est les renouveaux de l'art sacré. Lui, il a été très important pour ça. Et ici, il a envoyé vraiment des vitraux au Chili, parce que dans les archives, c'est marqué, mais on ne les connaît pas. C'est aussi marqué Valparaíso. On ne sait pas s'ils sont arrivés au port de Valparaíso, s'ils sont dans une chapelle privée, s'ils sont disparus par un séisme, ou s'ils ne sont jamais arrivés, parce que ça peut être le cas. Il y a un ensemble des ateliers Maya qui n'a jamais arrivé, parce que l'agent qui a pris l'abonnement, il s'afflie avec l'abonnement. Donc les vitraux, ils sont pas arrivés. Mais les cas des pères couturiers, je pense qu'il faut chercher dans une chapelle privée. Je pense que ça peut être lié aussi au père al padre Subercaso, que j'avais nommé tout à l'heure,
Et je pense qu'eux, ils sont plus italiens, parce que el padre Subercaseaux, il a passé une bonne partie de sa vie en Europe. Et là, j'arrive à mon plat principal, les ateliers Loire, et ça m'est apparu important de les mettre en valeur d'une façon différente, parce que c'est un travail qui est complètement différent à la chose qu'on vient de connaître, de voir, de parcourir. Et c'est un travail d'artiste qui a été fait dans une période de 10 ans. C'est une famille qui n'a jamais interrompu les liens avec le Chili depuis 1949. Et c'est les projets des assomptionnistes, le deuxième sanctuaire plus grand qui s'est construit hors France pour les apparitions de Lourdes. Et les concours, ils se sont installés au Chili à la fin de 19e, lors d'un pèlerinage à Lourdes. L'archevêché de Santiago les a invités à s'installer et ils ont construit un premier sanctuaire qui était plus ou moins petit. Et comme les miracles de Lourdes étaient de plus en plus populaires, il y avait même des valises diplomatiques qui ramenaient de l'eau de Lourdes. Et la foule, il n'a pas tardé à venir. Donc, ils ont fait un projet plus grand et qui a été importé pour deux jeunes architectes à l'époque, en 1929, et Andrés Garafullit et Eduardo Costaval. C'est un projet qui a évolué. Et la première pierre, disons, il a été posé en 29 avec ces projets, mais la construction, il n'a pas commencé avant 1949. Il a été interrompu même. La basilique, elle a été inaugurée ou consacrée en 58. Donc, c'est un projet de largue haleine. Et ça a évolué aussi en style, vous allez voir. Il y a le travail de Lili Garafullit, c'est un artiste chilienne, sœur de l'architecte Andrés Garafullit, et qui a construit ces colosses et sculptures des prophètes, et les projets de Gabriel Loire. Gabriel Loire, il s'est formé un peu dans les ateliers lorrains, mais lors d'une rupture des contrats, il a eu l'interdiction de ne pas travailler le vitrail pendant 10 ans. Donc, entre 36 et 46, il n'avait pas le droit de travailler le vitrail. Mais il a travaillé l'imagerie chrétienne, il a resté très proche à l'église. Déjà, dans sa famille, il avait deux sœurs religieuses. Il était assez proche aux Assomptionnistes, que c'est l'ordre qui s'occupe des sanctuaires de Lourdes. Ça, je vous montre la pièce majeure de la basilique de Lourdes, que c'est le mystère, les 15 mystères de Rosaire, et qui est lors du tremblement de terre de 1985 et 2010, ils ont été allumés dans les mêmes pièces. Mais on va découvrir ça avec les Loirs. Je vous ai préparé avec Sébastien Ranner, que c'est un de mes collègues, et un aperçu de qu'est-ce que c'est Loire par eux-mêmes. Bon, j'étais plus jeune, hein, beaucoup plus jeune à cette époque-là, mais j'ai quand même de très grands souvenirs de la fondation de l'atelier par mon père, parce que c'était un événement extraordinaire pour moi. Je me rappelle que la commande, déjà le projet de réaliser des vitraux pour le Chili, c'était extraordinaire.
Et la commande, mon père était ravi d'avoir enfin une première grosse commande, parce que c'était très important pour nos ateliers, pour l'atelier, d'avoir cette première commande importante qui s'est étalée sur un certain nombre d'années. À mon avis, ça se situe autour de 47, 48, 49, puisque la première pierre de l'atelier a été posée en 48 ici, puisque mon père a commencé à travailler avant, dès 46, puisque au bout de ces fameuses 10 années où il a fait autre chose, et entre autres choses beaucoup d'images religieuses, et d'images religieuses pour les assomptionnistes, ce qui avait déjà créé des liens. Cette commande, cette demande n'est pas venue comme ça abrupto, ni par un concours, mais plutôt par ces relations qui avaient été tissées pendant la guerre. Cette connivence qui avait été établie entre les pères et mon père. Et pour nous, ça a été, enfin pour la famille, parce qu'on était tous très jeunes, tous à la maison, on avait 6 enfants. C'était vraiment, d'abord le Chili pour nous, on se demandait où c'était, on ne savait pas trop, c'était vraiment très loin. Et on a, même pour la circonstance, construit sur la pelouse de l'atelier, ici devant, un bâtiment provisoire avec des bâches, et des tôles avec l'entreprise Soumeillant, pour présenter les premiers vitraux au père supérieur des assomptionnistes, pour voir, parce que ce qui est très difficile dans notre métier, c'est de présenter une maquette et de dire la lumière va tout transpercer, va tout faire, etc. Mais quand on ne connaît pas, quand on n'est pas dans le métier, c'est difficile à imaginer. Donc mon père procédait déjà à l'époque comme ça, c'est-à-dire qu'il réalisait quelques éléments, quelques panneaux ou quelques lancettes. Et là, je me souviens, il y avait au moins 3 ou 4 lancettes dans un bâtiment qui me semblait énorme. Et c'était très impressionnant. Je t'ai montré les toutes premières maquettes pour la façade. Il y en a 3 et donc on sent des étapes de création différentes. Une évolution, de même que dans les vitraux, les premiers ne sont pas faits tout à fait pareils que les derniers, parce qu'il s'est passé du temps. Dans la technique de la dalle de verre, 48, c'était vraiment le début. On ne découpait pas toutes les têtes, on ne fragmentait pas les mains, les doigts, et puis petit à petit ça s'est fait. Donc pour moi c'est plus une suite de commandes successives. C'est un travail à l'international. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on sortait de la guerre, où on était tous refermés. Moi j'avais pas... Je crois que la première fois où j'ai franchi une frontière, je devais avoir 16 ou 17 ans. Hein. Quand on raconte ça maintenant à nos petits-enfants, ils disent « qu'est-ce que tu faisais avant ?» Donc, travailler comme ça, avoir l'opportunité de faire ce si grand travail à l'étranger, comme ça, avec toute cette sympathie des assomptionnistes qui était, je crois, un lien très fort entre mon père et eux, quand ça ne serait que pour la technique, pour le programme iconographique. Moi, j'étais un peu jeune et je n'étais pas forcément mêlé à tout ça, mais je suis persuadé que mon père a participé au programme en disant... Mais je suis persuadé que c'est venu aussi en discussion. Moi, je vois très bien, pas 10 ans au père. C'était le père Zénome Goffard, je crois, qui était là. Zénome Goffard. Voilà. Ça serait formidable si on faisait une grande fenêtre. Et puis là, lui a transmis, le père a transmis ça à Garafoulic, et puis voilà. Enfin, il y avait bon, peut-être que les choses étaient plus faciles à cette époque-là, mais il y avait aussi une confiance. J'insiste beaucoup sur ça parce que malheureusement, maintenant, on marche avec des concours. La confiance arrive, mais après. Alors, ma première visite au Chili, c'est à la suite d'une demande d'un architecte qui s'appelait... Sofia de la Huerta. Sofia de la Huerta, voilà, l'architecte Sofia de la Huerta. Voilà, qui souhaitait avoir des vitraux en dalle.
Et je lui ai répondu que ça m'était difficile de faire une maquette sans avoir vu les lieux et sans m'être rendu compte de tout ça. Et je lui proposais, en payant mon voyage, d'aller le voir. Et je pense que ça l'a séduit, donc Michel, bien sûr, m'a accompagné. Nous sommes allés là-bas et c'est pas du tout lié. Enfin, je savais que j'irais à Lourdes, hein, enfin Notre-Dame de Lourdes, mais c'est pas ça qui a été l'élément déterminant. L'élément déterminant, c'était ce projet. C'était quelle année, plus ou moins? D'accord. Je pense aux années. Je suis comme les gens du nord de Oui. Chili, là. Je pense à l'année prochaine. C'est pas l'année passée parce que vaut mieux penser à l'avenir. Dalle. On va chercher une dalle. Ça, c'est un calibre. Là, je coupe ma dalle. Je la déduis. Je la déduis encore. Et maintenant, je vais prendre ma marteline. En fait, je taille la dalle au plus près du calibre. Cuidado, Carlos. Voilà. Et après, pour Et les éclats, je peux faire avec. Voilà. Et après, les éclats. et voilà. C'est beau, hein? Et après, je la mets ceci Et à après, l'emplacement. Ou à bas. et après, Et après, c'est fini. après tu coules les Après, je le coule en ciment. Alors je suis très heureux d'être ici au pied de l'église de Lourdes et pour nous c'est vraiment une référence importante. Quand je dis nous, Atelier Loire, donc en tant que petit-fils de Gabriel et ayant travaillé avec lui pendant 10 ans, avec mon frère et mon père, cet édifice a toujours été une référence très importante pour nous parce que c'est la première grande commande à l'étranger de Gabriel. Il y a plus de 300 mètres carrés de vitraux en dalle de verre, tout en création, un travail très personnel. Et l'ensemble des vitraux de cette basilique est avec des vitraux en dalle de verre créés par mon grand-père. Donc je suis très heureux de revoir ces vitraux. Je dis revoir parce que je les ai déjà vus une première fois il y a une dizaine d'années. Et là, malheureusement, je viens pour la restauration de ces vitraux qui ont souffert du tremblement de terre, des deux tremblements de terre, et donc celui de 85 et l'autre de 2010, voilà. Et donc
la construction fait que ce sont au même endroit que les vitraux se sont abîmés et ils ont plus souffert de compression et donc ces vitraux ont besoin d'être restaurés parce que certains sont tombés carrément par terre et d'autres étaient trop détériorés pour rester en place. Et on en profite donc pour faire aussi un diagnostic complet de l'ensemble des vitraux en les voyant de l'intérieur et de l'extérieur. Oui, alors on a la chance d'avoir des archives très complètes, que ce soit sur un plan iconographique avec les maquettes originales de Gabriel, que ce soit aussi tous les dossiers, toutes les correspondances, à la fois sur un plan iconographique pour discuter des programmes et tout le déroulement de l'opération, également pour tous les échanges commerciaux, les échanges techniques, et puis bon, votre connaissance de la langue espagnole que nous n'avons pas, c'est quand même très précieux, et la connaissance aussi de qui étaient les architectes de l'époque. Moi, ça fait maintenant, c'est 48, donc plus de 60 ans, j'ai pas du tout ces connaissances-là, parce que ça ne fait pas partie de notre histoire française. C'est toi, ton histoire chilienne. L'histoire de l'architecture chilienne. Voilà, que moi je ne connais pas et que toi, en tant qu'historienne, tu connais bien. Donc effectivement, on se complète bien. Et nous, on a à l'atelier plutôt un savoir-faire technique. On a bien sûr aussi tout le savoir-faire historique de l'atelier, tout le patrimoine, de l'expérience, tous les stocks de dalles de verre qui permettent de restaurer au mieux les vitraux en remplaçant les pièces qui sont trop cassées. Mais globalement, je suis plutôt agréablement surpris de l'état de conservation des vitraux qui me semble plutôt très bon dans l'ensemble, en meilleur état. Et donc après restauration, ce qui sera fait, il ne suffit pas de restaurer les vitraux, mais il faut aussi les poser avec une technique qui évite qu'ils ne se détériorent à nouveau à l'occasion d'un futur tremblement de terre. Parce que le principe de pose qui a été utilisé du temps de mon grand-père, on se disait le béton c'est merveilleux, on restaure tout en béton, on fait tout en béton, donc les vitraux sont en béton, posés dans une architecture en béton et avec un calfeutrement en béton. Donc rien ne peut bouger, il n'y a pas de dilatation possible, donc si ça bouge, comme ça se fait au niveau des tremblements de terre, ce sont les parties les plus fragiles du bâtiment qui souffrent. Et là, ce sont les vitraux, parce que le béton ne fait que 2 cm d'épaisseur, voilà, plutôt 3 cm d'épaisseur. Donc le principe de pose à étudier sera très probablement, comme on l'a fait au Japon, avec des possibilités de dilatation et de mouvement du vitrail à l'intérieur de l'architecture. Alors, ce vitrail est abîmé surtout à la périphérie. On voit toute la partie du ciment qui manque à la périphérie. On voit l'armature ici qui reste, mais le réseau de ciment est cassé aussi à plusieurs endroits. Ça a entraîné aussi la casse d'un certain nombre de pièces de verre, comme ici. Là, il manque des petits morceaux. Là, il manque complètement un morceau. Celle-ci est cassée en deux. D'autres le sont également. Donc, celle-ci est recassée à cet endroit-là. Donc, il y aura des pièces de verre à changer. Certaines seront conservées pour être collées. Mais la plupart, bien sûr, seront conservées, je pense, à 98% des pièces en place. Alors nous, on est, j'allais dire, très touchés, très flattés, mais aussi on se rend compte de l'intérêt qu'a une œuvre comme celle-ci pour le Chili, parce que d'après ce que j'ai vu, c'est quand même une des œuvres les plus importantes avec le vitrail en dalle de verre au Chili. Et j'ai trouvé qu'il y avait un très bel accueil de la part, et à la fois un accueil et un intérêt pour cet art, et pas uniquement art, mais aussi cette technique. Et ça, ça fait plaisir à voir. Il est perspective pour le futur de cette expérience. C'est que ça tente en fait.
Donc les perspectives, il y a, alors bien sûr pour nous, ce qui nous tient à cœur, c'est aussi que l'œuvre de Gabrielle puisse être restaurée convenablement et qu'elle puisse reprendre sa place le plus rapidement possible et dans des conditions pérennes, ce qui n'a pas été vraiment fait lors de la restauration de 85. Hein. Je pense qu'il y a eu une pause qui a été faite sans assez de dilatation. Donc là, il faut vraiment faire une pause avec ça. Donc ça, c'est le côté restauration. Et puis, l'avenir aussi, c'est la création de vitraux, que ce soit des créations Loire. Il y a une possibilité sans doute de poursuivre le travail que mon père a commencé à l'église Santa Maria de Misericordia, dans lequel il a déjà fait des vitraux en dalle de verre, et il y a d'autres fenêtres dans lesquelles il pourrait en faire. Et puis des possibilités de travail avec des artistes chiliens, avec la technique de la dalle de verre, mais aussi avec des nouvelles techniques que l'on utilise depuis quelques années, comme le thermoformage, le fusing. Donc un gros potentiel. Buen viaje. Bon voyage. Merci. Bon Merci. Nos vemos. Et à mode de conclusion, j'ai voulu vous montrer un peu tous ces parcours que les verriers français ont fait au Chili. Et j'ai voulu mettre en valeur les travaux de Gabrielle Loire, parce que je pense qu'en France, il n'y a peut-être pas en conscience les 100 ans de travail de la famille Loire, de cette tradition qui tient encore. Et ces ateliers qui sont situés à l'Ève, près de Chartres, et qui continuent à développer des techniques, à travailler avec les artistes contemporains, et qui fait vivre notre savoir-faire qui a quand même 16 ans et 16 siècles. Merci beaucoup et buenas noches y muchas gracias.